Bonjour à tous, bienvenue sur le campus Asie pour les personnes qui arrivent juste. Notre prochain atelier est en partenariat avec Source of Asia. Et donc nous aurons comme intervenant Thierry Mermet, CEO de Source of Asia, Monsieur Damien Bazin, qui est directeur développement international également de Source of Asia, Isabelle Erniaud, directrice internationale de French Fourniture, et Anthony Verdugo, CEO de Aroa. Donc pendant 30 minutes, ils déchiffreront en fait les habitudes de 100 millions de consommateurs vietnamiens avec un focus sur les secteurs porteurs. Merci. Bonjour à tous, je suis Thierry Mermet, le fondateur de Source of Asia, basé au Vietnam, société qui accompagne les entreprises françaises depuis 20 ans sur leur développement en ASEAN. Je vais vous parler un petit peu du Vietnam, mais auparavant, on va s'intéresser à la zone, qui est très importante. On parle de l'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est asiatique. C'est une association qui a été créée en 1967 avec 5 premiers pays, auxquels se sont ensuite joints 5 nouveaux pays. Donc aujourd'hui, c'est un groupement de 10 pays que vous pouvez voir à l'écran, situés dans le sud-est asiatique. C'est une zone économique très dynamique et très importante et qui vient de bénéficier il y a quelques mois, en plus, de rejoindre le RCEP, qui est avec la Chine, la Corée, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la plus grande zone économique au monde d'accord de libre-échange, qui représente 1/3 de la population mondiale et 1/3 des échanges internationaux. Si on regarde l'ASEAN par rapport à l'Union européenne, pour vous donner un ordre de grandeur, vous voyez que pour une superficie qui est quasiment identique, l'ASEAN offre un marché beaucoup plus grand avec 150 millions d'habitants de plus que l'Union européenne. Et surtout, la principale différence, c'est que les pays de l'ASEAN ont connu une croissance économique sur les 15 dernières années qui a été entre 3 et 4 points supérieurs à la croissance de l'Union européenne, avec des moyennes de 5 jusqu'à 6% de croissance annuelle. En ASEAN, un pays tire particulièrement bien son épingle du jeu, c'est le Vietnam. Revenons un petit peu en arrière pour se rendre compte du développement assez incroyable du pays. Il y a 25-30 ans, le Vietnam sortait de la guerre, c'était un pays totalement isolé, très pauvre, avec encore des moments de famine. Et puis le grand changement, ça a été en 1986, ce qu'on appelle le Doi Moi, c'est-à-dire le renouveau économique, l'ouverture du pays. Depuis cette date, les autorités vietnamiennes n'ont jamais dévié de leur ligne qui est moderniser l'économie, développer le secteur privé et surtout intégrer le Vietnam dans les échanges mondiaux et l'économie mondiale. Ça s'est traduit par l'entrée dans l'ASEAN, on vient d'en parler, puis l'entrée dans l'OMC, la signature de presque 15 accords de libre-échange avec différents pays, dont le plus récent, qui est entré en vigueur il y a maintenant 1 an, l'EVFTA, l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne. C'est un accord très ambitieux qui va faire disparaître 99% des droits de douane entre le Vietnam et l'Union européenne, mais aussi apporter un certain nombre de facilités et de garanties sur les investissements, la protection des investissements dans le pays, la simplification des procédures administratives et douanières. Toute cette réussite peut se traduire par 2 exemples qu'on voyait à l'écran. Airbus, sur les 5 dernières années, a vendu 200 avions de ligne aux compagnies aériennes vietnamiennes. Et Samsung, le géant coréen, a aujourd'hui ses plus grandes usines au monde de smartphones et laptops au Vietnam, après avoir fermé la plupart de ses installations en Chine. Au niveau économique, ce miracle vietnamien se traduit par quelques chiffres. Une croissance du PIB par habitant, vous le voyez sur la courbe, qui a été multipliée par quasiment 30 depuis la fin des années 1990. Année 2000, en période Covid, le Vietnam a connu une croissance de 2,4% dans le top 5 des pays au monde. Et en 2021, une croissance attendue à 6,8%, c'est-à-dire retour en fait aux moyennes du Vietnam des 10 dernières années. Chiffre qui ne sera sans doute pas atteint en raison de confinement un peu plus fort au Vietnam en ce moment. Alors, quelques chiffres clés qui expliquent cette réussite du Vietnam.
En premier, pour moi, le plus important, c'est la population du Vietnam. Le Vietnam, c'est un pays peuplé, c'est le 14e pays le plus peuplé au monde, avec bientôt 100 millions d'habitants, donc un marché important. Mais plus que la quantité de la population, c'est surtout une population jeune, dynamique, qui consomme, très tournée vers l'entrepreneuriat, très positive et qui aujourd'hui également reste très compétitive, notamment par rapport à ses voisins asiatiques et par rapport à la Chine. À qualification égale, un ouvrier aujourd'hui au Vietnam a un salaire qui va être à peu près 60% en dessous de celui de la Chine, ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans ce qu'on appelle la China Plus One stratégie, un quart des entreprises qui quittent la Chine pour délocaliser se tournent vers le Vietnam. Donc une forte croissance de la classe moyenne, une forte appétence également pour les produits occidentaux. On affiche sa réussite, notamment sur l'agroalimentaire, les biens d'équipement, biens de la maison, cosmétiques, santé. Donc les marques françaises ont vraiment quelque chose à jouer sur ce pays. Taux de croissance très important, on en a parlé. Et puis si on veut résumer un petit peu ce succès du Vietnam sur les 20-30 dernières années, on peut regarder la progression du pays sur les principaux classements, les index de compétitivité, ce qu'on appelle le Ease of Doing Business ou l'économie, où le Vietnam a gagné 10, 15, parfois 20 places dans ces classements mondiaux. Dernier point important qu'il faut souligner, c'est la très forte quantité d'investissements directs étrangers dans le pays. On est sur des moyennes de 15 à 20 milliards de dollars par an qui sont injectés dans le pays, avec en stock aujourd'hui 160 milliards de dollars sur des projets qui doivent être développés. Et ça en fait quand même, c'est remarquable, la 8e destination d'investissement au monde sur 130 pays qui investissent à l'étranger. Donc voilà rapidement l'attractivité du Vietnam, basée donc sur des réussites qui sont vraiment propres et des spécificités du pays, mais aussi sur une zone ASEAN et plus largement une zone Asie extrêmement porteur. Merci. Bonjour à tous, alors je vais pour ma part m'attarder sur des données chiffrées et croisées du marché, mais dans certains secteurs clés. Je laisserai ensuite la parole à deux professionnels français qui sont intéressés et qui s'intéressent encore au marché vietnamien. Alors, première chose, définir quels sont les secteurs porteurs. Alors, comment je m'y suis pris j'ai regardé tout simplement les exportations françaises, la structuration des exportations françaises vers le Vietnam en 2019. Et je me suis rendu compte que le premier secteur, c'était l'aéronautique, avec 33% des 1,9 milliard exportés donc cette année-là. Ensuite viennent les produits pharmaceutiques, qui représentent à peu près 16% des exportations en valeur. Puis tout ce qui est lié à la machinerie, à l'équipement industriel, et là on est autour de 15%, 14%. Je me suis amusé à mettre ces chiffres en relation avec les exportations allemandes vers le Vietnam pour me rendre compte que, en termes d'exportation allemande, on est à des niveaux 3 fois plus élevés que sur la France, donc il faut garder toutes les proportions. Mais on se rend compte qu'en termes de part de l'aéronautique, on est sur un niveau tout à fait similaire. La différence, elle se fait plutôt sur la deuxième position parce que les Allemands sont plus des exporteurs de machines, d'équipements industriels que nous. Et nous, on fait la différence sur tout ce qui est produits pharmaceutiques, mais aussi, ça se voit moins sur ce graphe, tout ce qui est lié aux produits agroalimentaires. Ici, on voit ces trois couleurs différentes. Alors, maintenant, je vais faire un petit point sur l'accord de libre-échange qui a été signé et qui est entré en vigueur en août dernier, en août 2020, j'entends, entre l'Union européenne et le Vietnam. Alors, les bénéfices liés à cet accord, on a une réduction des barrières à l'entrée sur tout ce qui est simplification administrative, par exemple, reconnaissance des protections des indications géographiques, l'accès à des appels d'offres publics et une certaine ouverture du secteur des services. Et bien sûr, le gros avantage, et c'est là-dessus que je voudrais souligner, le gros avantage de ce traité de libre-échange, c'est l'élimination progressive de 99% des droits de douane entre les deux zones économiques. Donc comme vous pouvez le voir sur cette slide, cette élimination concerne tous les secteurs,
avec une dégressivité qui diffère en fonction de la nomenclature douanière. Alors ensuite, j'ai décidé de faire un petit focus sur le secteur de la santé avec un chiffre très parlant, enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup parlé, ça m'a même surpris quand je l'ai vu la première fois, c'est le nombre de lits par habitant. Et quand on regarde ces chiffres et qu'on le met en relation avec les pays voisins et puis avec d'autres pays un peu plus développés, on se rend compte que le Vietnam est pas aussi à la traîne que ça. Donc on compte 3,5 lits pour 1000 habitants au Vietnam. Alors c'est bien sûr beaucoup moins qu'en France, où on a 5,9 lits pour 1000 habitants. C'est aussi moins qu'en Chine, où on a 4,3 lits pour 1000 habitants. Par contre, on est au-dessus des chiffres de Singapour et de la Thaïlande, qui sont censés être et qui sont clairement des économies plus développées que le Vietnam. Donc c'était assez intéressant de le signaler. Sur la même zone ASEAN, au final, le Vietnam fait figure de proue en termes de dépenses en infrastructures de santé. Pour information, les dépenses de santé au Vietnam, c'est 6,5% du PIB. Et là, on est même devant la Chine avec ce pourcentage. Alors, on est toujours loin derrière la France, qui est autour de 11%, mais voilà, c'est un point de dépense très important au Vietnam. Deuxième secteur que je voulais regarder, c'était l'élevage porcin. Alors, c'est pas des secteurs que j'ai choisis au hasard, hein. Là, c'est pour info, la viande la plus consommée au Vietnam, c'est clairement la viande de porc. Ça représente 70% du marché. Et là aussi, du coup, on constate que au niveau de production locale, on est très très fort. Et qui dit forte production locale dit besoin en équipement lié, besoin en traçabilité, et c'est des choses qui se développent concrètement au Vietnam et qui offrent énormément d'opportunités, notamment pour les entreprises françaises qui peuvent avoir un positionnement fort sur la question. On a déjà nous-mêmes travaillé sur beaucoup de ces sujets-là et on continue de le faire quotidiennement. Et donc en termes de chiffres, j'ai pris pareil, j'aime bien les comparaisons par milliers d'habitants. Donc combien de cochons on compte en élevage au Vietnam pour 1000 habitants. Et donc là le chiffre en question c'est 203. Et quand on le met en relation de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure pour les lits, avec les pays, alors des pays donc comme la France, on est au-dessus de la France. On est en dessous de la Chine, qui est aussi un très très gros producteur bien sûr. Et puis bon, on parle pas en valeur absolue, en volume absolu, pardon. Mais on est loin devant d'autres pays de la zone Asie du Sud-Est comme l'Indonésie. Alors l'Indonésie c'est normal parce que c'est un pays musulman, mais plus surprenant que la Thaïlande. On est presque à 2 fois plus de cochons par habitant que pour la Thaïlande. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de le noter et ça découle de ma slide suivante sur la sécurité sanitaire des aliments. Alors, moi je ne pouvais pas faire une présentation sur les attentes des consommateurs, de 100 millions de consommateurs vietnamiens, sans faire un point sur l'importance de cette thématique, importance qui a vraiment... c'est vraiment un souci constant des autorités, mais aussi de la consommation, des consommateurs vietnamiens, que la traçabilité et du coup effectivement la sécurité sanitaire de ces aliments. Donc, le gouvernement d'abord, donc il prend plus en plus de mesures pour l'amélioration de la qualité de la production locale, aussi bien pour son marché que pour favoriser l'ouverture économique du pays, et pourquoi pas exporter de plus en plus. Il y a une coopération du Vietnam qui a eu lieu lors de la grippe aviaire en 2003, qui a frappé l'Asie du Sud-Est très durement, et cette coopération pour la gestion de la crise a été la clé vraiment pour faciliter l'intégration du Vietnam à l'Organisation mondiale du commerce en 2007. Ensuite, alors on constate aussi, je vous parlais de l'EVFTA tout à l'heure, mais depuis 20 ans, le gouvernement a signé 12 traités de libre-échange. Le pays doit donc s'adapter
et adapter ces standards de qualité afin de respecter les normes sanitaires de ces nouveaux partenaires commerciaux pour être habilités ensuite à exporter, bien sûr. Maintenant, les consommateurs, eux-mêmes se préoccupent de plus en plus de la qualité de leur alimentation. Ça devient un sujet d'inquiétude commun. Et ça, c'est lié à de nombreux scandales sanitaires qui ont eu lieu par le passé, qui ont été relayés par les médias, comme des cas d'injection d'eau dans les carcasses. On parlait de viande de porc tout à l'heure. Manipulation aussi des cafés, par exemple. Depuis 2017, le Vietnam, le gouvernement a mis en place des mesures pour assurer la traçabilité de la viande porcine, puisqu'on reste sur ce sujet-là. Et concrètement, les porcs aujourd'hui sont équipés à la ferme d'un bracelet d'identification qui ne sera retiré qu'au moment de l'abattage. Donc, pour le moment, cette mesure elle est surtout respectée par les grands groupes. Et c'est bien sûr moins le cas dans les structures familiales qui sont beaucoup moins contrôlées. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire au sujet de cette présentation plus sectorielle. Maintenant, je vous propose de passer à des retours d'expérience un peu plus qualitatifs. J'aimerais faire intervenir Isabelle Erniaud, d'abord, directrice internationale pour l'ameublement français, et ensuite Anthony Verdugo, fondateur d'Aroa, qui a fondé donc sa société au Vietnam et qui va nous parler aussi de son expérience sous un format questions-réponses. Merci beaucoup. Le pays nous semble très intéressant par l'émergence de sa classe moyenne haute, qui se tourne vers des produits d'importation, c'est-à-dire qu'une nouvelle génération a les moyens d'acquérir des produits made in Europe ou made in France, et avec un certain appétit effectivement pour le design et les produits bien fabriqués. Le Vietnam est un redoutable concurrent pour l'ameublement français, puisque c'est un pays pourvoyeur de meubles, mais justement, je pense que ça peut contribuer effectivement à une éducation de la population en faveur de ce type de produit. Plutôt une jeune génération éduquée, ouverte sur le monde, qui a voyagé, voire même une génération, pour beaucoup d'entre eux qui se sont expatriés, et un véritable intérêt vers ce qu'on pourrait appeler le affordable luxury goods. Et on est complètement positionné sur ce type de marché, c'est-à-dire une belle facture qui permettent aux Vietnamiens de se différencier, qui permet d'acquérir un statut social dans l'équipement de sa maison, un accès aussi à un marché immobilier qui est dynamique et qui apporte un service complet d'équipement de la maison, donc dans lequel on peut s'inscrire. Il y a aussi pour nous, fabricants de meubles français, une émergence importante du marché de l'hospitality, c'est-à-dire les cafés, hôtels, restaurants qui pourraient tirer leur différenciation, leur image avec du mobilier importé et de l'aménagement à la française, une French touch que nous exportons dans le monde entier. Et justement, pour ce faire, une émergence de décorateurs, d'architectes d'intérieur qui peuvent être sensibles effectivement au style français, mais pas que, au design et au mobilier contemporain. Beaucoup de persévérance et une bonne étude quand même de la réalité de ce marché, avec un bon benchmark aussi de ce que font les concurrents. Je pense intéressant aussi de regarder de près les autres secteurs de l'importation, type mode, maroquinerie, automobile importée, c'est-à-dire de comprendre exactement comment consomme cette génération et les Vietnamiens qui ont certains moyens de s'offrir des biens importés. Donc, je pense qu'en transversalité, c'est très intéressant de regarder le marché de près. C'est indispensable, bien évidemment, comme pour tout pays d'exportation, mais là, il y a un véritable enjeu
d'appréhender l'interculturel, de comprendre comment les gens pensent, font des affaires. Les temps d'échange doivent être absolument décodés par des professionnels. Et donc l'entreprise doit effectivement choisir des professionnels pour se faire accompagner. Nous avons choisi SOA, qui est une agence implantée au Vietnam depuis fort longtemps, qui est composée de Français et d'équipes vietnamiennes. Et nous sommes très très satisfaits de l'accompagnement au quotidien qui est fait. J'ajouterais enfin que c'est un pays jeune qui bouge beaucoup et qui est en appétit des réseaux sociaux. Donc bien travailler, bien asseoir sa marque, se donner les moyens de faire la promotion de sa marque, du storytelling, de l'image, donc être tout à fait agile en matière digitale, qui est indispensable pour aborder un marché aussi jeune. Nous avons été particulièrement heureux de constater que les consommateurs s'étaient questionnés beaucoup sur l'aménagement de leur intérieur. Ils se sont mis à télétravailler, donc pour la plupart, ils n'étaient pas vraiment équipés pour ce faire. Et donc, il y a eu un énorme engouement pour refaire sa maison, revoir ses espaces de vie, équiper un certain nombre de pièces dans la maison. Donc, le Covid a plutôt un effet bénéfique après les mois difficiles et c'est plutôt très positif et ça encourage énormément nos fabricants à trouver des solutions, des nouvelles solutions et accompagner effectivement le consommateur dans toutes ces interrogations pour ces nouveaux espaces de vie. Olivier Dugo, CEO de la société Arroa, basée au Vietnam. Donc notre cœur de métier est le sourcing de matières premières végétales. Nous en sommes arrivés à nous intéresser au Vietnam par sa diversité botanique, notamment par la disparité climatique entre le nord et le sud qui permet d'avoir des cultures différentes d'espèces aussi bien épices, plantes aromatiques médicinales dans le nord que fruits exotiques dans le sud. Et aussi par son contexte géographique intéressant, rayonnant aussi bien sur l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Le consommateur vietnamien commence à être un consommateur averti. Nous travaillons notamment sur les problématiques des cultures organiques qui commencent à être des sujets d'intérêt aussi bien pour le consommateur vietnamien que pour les autorités, notamment le ministère de l'Agriculture, qui a lancé et qui lance des projets sur ces problématiques d'agriculture organique. Et nous sommes là, nous, en tant qu'acteurs et professionnels, pour aussi apporter notre expertise et dynamiser cette agriculture qui est un peu novatrice pour le Vietnam et qui a besoin d'être encadrée au niveau technique, agronomique, pour pouvoir répondre au cahier des charges de l'organique. C'est dans un premier temps faire appel à des professionnels, des gens avertis qui connaissent bien le marché vietnamien, parce que c'est un marché complexe qui demande de la connaissance et une certaine appréhension des aspects culturels et politiques et d'autres paramètres qui demandent du temps à être compris. Donc pour moi un accompagnement ou au moins des conseils avertis permettent un succès dans ce pays. Pour moi, une clé de succès, c'est y aller étape par étape. En tout cas pour des structures de petite taille. Et être très pragmatique, ne pas vouloir recopier un modèle et être plutôt dans l'observation et l'adaptation permanente
Il faut être très très flexible pour pouvoir être et travailler dans un pays comme le Vietnam. Donc ce sont après 4 années mes principales observations pour pouvoir être dans le succès dans ce pays. On est très très pénalisé aujourd'hui par d'une part une augmentation des coûts logistiques et par une complexité de la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est les premières complexités. Ensuite, il y a bien sûr la complexité de pouvoir rentrer en Europe quand on le souhaite, et donc d'aller voir nos partenaires, nos clients. Mais on a la chance de travailler avec des partenaires qui ont compris ces enjeux, qui nous font confiance et avec qui nous construisons des liens solides sur le long terme. Donc on est là pour s'accompagner les uns les autres et se soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à faire. Et c'est pas l'impact Covid qui va nous arrêter dans nos opérations.